transfert par passage à l'état gazeux en provenance des océans, de la croûte terrestre et des émanations volcaniques. Donc il y a des quantités quand même considérables de mercure naturel qui circulent dans la base. Maintenant, les sources anthropiques, les sources qui sont dues à l'activité humaine, on a les exploitations des gisements de mercure, notamment les exploitations des gisements qui contiennent du cinabre, et aussi l'ensemble des usages qu'on vient de voir. Il y a aussi des sources non professionnelles, comme la contamination de l'eau, les rejets aux eaux usées des amalgames dentaires, des bris de thermomètres, etc. La contamination de l'atmosphère par la combustion des énergies fossiles, donc tout ce qui est pétrole, etc., donc ça peut libérer du mercure. L'incinération des déchets ménagers et hospitaliers, des rejets industriels et l'exploitation des minerais. On peut aussi avoir la contamination des aliments. On a deux cas typiques, donc catastrophe de Minamata et catastrophe de l'Irak. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, quand on a parlé de la catastrophe de Minamata, je vous ai dit la libération de 1% de mercure, c'était vraiment rien du tout. Normalement, ce n'est pas très considérable. Mais le mercure, ici, il subit un cycle particulier, ce qui fait que ce 1% peut s'accentuer. Alors, comment? Dans l'environnement, le mercure est sous trois formes. On a le mercure élémentaire, mercure brûlé, le mercure Hg+, et le mercure organique. D'accord? Donc, on a mercure élémentaire, mercure inorganique, mercure organique. Bon, je n'ai pas de pointeur, je suis désolée. Alors, vous voyez déjà ce qui est coloré en jaune, en orange. Donc, on a les sources naturelles du mercure. On a la croûte terrestre, on a le cinabre qui peut se trouver, d'accord? Ou l'atmosphère aussi, on a des sources de mercure. Avec le mercure, c'est le mercure élémentaire. Mais le mercure, il va subir des transformations. Donc, on va subir, par exemple, il va s'oxyder, il va donner du mercure Ag+, qui va être déposé. Donc, le mercure Ag+, il va sédimenter, donc revenir à la terre, où ça va devenir après naturel. Mais aussi, le Ag+, il va subir une méthylation grâce à des micro-organismes qui se trouvent dans les systèmes aquatiques notamment, et qui sont riches en méthylcobalamine, qui sont riches en vitamine B12. Donc, ils vont méthyler le Ag+. Ce qui fait que le Ag+, va devenir donc lipophile, parce que il va devenir méthylmercure. Le Ag+, n'est pas lipophile, mais le méthylmercure est très lipophile. La méthylation va faire en sorte que le mercure qui a été absorbé, qui n'était pas lipophile, qui allait être éliminé facilement, il va être lipophile, donc il va entrer dans les cellules, il va faire un effet, il va rester dans le corps, il va s'éliminer difficilement. Ok? Donc ça, c'est le cycle qui va se faire au niveau aquatique, au niveau de l'air, etc. Toujours. On a des sources naturelles qui contiennent du mercure élémentaire. Le mercure élémentaire peut s'oxyder, et après oxydation, il va sédimenter, ou il va être transformé, méthylé, pour être transformé en méthylmercure. Le méthylmercure, il va se faire un cercle vicieux, donc ce qu'on appelle cercle de Wood. Donc le méthylmercure va être déméthylé. Le mercure Ag+, va être réduit en Ag élémentaire, etc. C'est un cercle qui va tourner comme ça. Donc, au niveau des systèmes aquatiques, il y a conversion de ce mercure en méthylmercure. La méthylation se fait par certains micro-organismes riches en méthylcobalamine présents dans le milieu aquatique. Et le méthylmercure est la forme chimique du mercure la plus toxique. Son caractère lipophile facilite sa pénétration dans la cellule. Il est alors facilement incorporable dans la chaîne alimentaire. Est-ce que c'est clair pour le cycle? Donc, c'est la suite. Il devient lipophile à l'étoffe des cellules. Mais comment il trompe? On va voir. Donc, c'est ce qu'on appelle, il y a deux phénomènes, la bioaccumulation et la bioamplification. Il est d'abord le méthylmercure absorbé par le phytoplancton, puis par les divers consommateurs de l'écosystème. Il est ainsi largement responsable de l'accumulation du mercure dans l'organisme, ce qu'on appelle bioaccumulation, et du transfert de l'élément d'un niveau trophique à un autre, ce qu'on appelle amplification. Donc, on a deux notions importantes, la bioaccumulation et la bioamplification. Bon, le mercure, sous forme élémentaire, il a subi une oxydation, il est devenu Ag+. Ensuite, il y a certaines bactéries qui vont le méthyler, donc le transformer en méthylmercure. Le méthylmercure, il est très lipophile. Il va passer dans les cellules. Le premier consommateur, parce qu'il se trouve dans les systèmes aquatiques. Donc, quand le méthylmercure est présent, les phytoplanctons, parce qu'on va y donner après, c'est des algues, d'accord? Donc, ils vont prendre le méthylmercure.
et ils vont l'accumuler, il est lipophile, donc il va entrer dans leurs cellules, il va être éliminé difficilement. Il y a des crustacés, des crevettes, etc., qui vont manger des phytoplanctons. Il y a des petits poissons qui vont manger des crevettes. D'accord? Il y a des plus grands poissons qui vont manger les petites sardines. Et les plus grands poissons qui vont. Alors, c'est là la différence entre bioaccumulation et bioamplification. La bioaccumulation, c'est un niveau trophique. Ouais. Par exemple, un an, on a beaucoup de mercure, on a beaucoup de temps, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Je mange une quantité de, on va dire, 10 grammes. D'accord? Je vais éliminer 2 grammes, 8 grammes et quoi d'autre? Demain, quand je vais encore manger, 10 grammes, je vais éliminer uniquement 2 grammes. Oui. Donc, je vais accumuler un œuf le cortérie, je vais accumuler une quantité de mercure. D'accord? Ça se passe à un niveau trophique. Un humain, le poisson, je ne sais pas, le thon, la sardine. Donc, ils accumulent, c'est-à-dire le poisson, il va prendre du phytoplancton. Donc, il va accumuler une petite quantité parce que la quantité éliminée n'égale pas la quantité absorbée. Je vais absorber une quantité, une partie, ça va rester dans le corps. D'accord? Donc, de celui qui l'a absorbé. Et la même chose, le lendemain, il va manger. Donc, à chaque fois, il va accumuler. C'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. Une espèce wahda. D'accord? Le produit, il s'accumule. La bioamplification, c'est que, par exemple, le début de la chaîne, donc phytoplancton, il a bioaccumulé des petites quantités de mercure. Mais une crevette, elle va manger plusieurs phytoplanctons. D'accord? Plusieurs, etc. Donc, une seule sardine peut contenir plusieurs. Mais le poisson moyen, il ne va pas manger une seule sardine, il va manger plusieurs qui ont plus bioaccumulé chacune. D'accord? Donc, il y aura des ananas, par exemple des sardines, j'aurai un risque d'exposition au mercure. Mais quand je mange le thon, j'aurai un risque très important. Parce qu'au fur et à mesure de la chaîne alimentaire, il y a une bioamplification. Chaque espèce a bioaccumulé à elle une quantité de mercure. Mais à chaque fois, le niveau trophique, il faut guerre les bioaccumulations, il y a un seul poisson, d'accord? Ou le lendemain, etc. Donc, donc, au fur et à mesure de la chaîne alimentaire, on va avoir des taux qui sont considérables. Ok? La bioamplification, elle est importante. Donc, la consommation de poissons est la principale source d'exposition au mercure dans la population générale. D'accord? Maintenant, c'est la principale source. Ok? Donc, j'avais assisté à un congrès au Maroc il y a quelques années et il y avait un chercheur français qui a dit qu'ils ont fait pratiquement tout le globe pour chercher un poisson qui ne contient pas de mercure, comme étalon, ils n'ont pas trouvé. Donc, pratiquement, tous les poissons du globe sont contaminés avec du mercure. D'accord? Et une petite parenthèse, l'huile c'est tellement lipophile, les boîtes de thon. Donc, au moins, ne pas consommer l'huile terre, d'accord? Parce que l'huile, elle contient le taux le plus important, tu as le méthyle mercure. Ok? Alors, est-ce que c'est clair? Donc, bioaccumulation, c'est une chaîne, une espèce, d'accord? Pour accumuler. Et la bioamplification, donc à chaque fois qu'on offre la chaîne alimentaire, bon, au niveau du poisson, mais même au niveau il y a des expositions aussi dans les aliments terrestres. Aussi, plus toute la chaîne alimentaire, plus il y a une amplification. Mais la principale source, bien sûr, c'est aquatique, c'est les poissons. Oui. C'est le poisson, c'est un poisson, par exemple, le thon, il y a que les sardines. Donc il n'a pas le choix. Les sardines, il y a que les crevettes. Les crevettes, il y a que les phytoplanctons qui sont. Donc la pollution, d'accord? Un humain. Non, c'est que entre bioamplification. عند l'espèce. احنا كنيليمينو كاين une demi-vie d'élimination. كاين un médicament, il y a une demi-vie d'élimination. شربناه اليوم قادر dans 2 jours là il n'est plus.
Les métaux lourds, en général, si vous avez vu, qui disent la demi-vie d'élimination, c'est des années qui cherchent le plomb, qui cherchent, d'accord? Le mercure, c'est plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, il va s'accumuler. Donc, à chaque consommation, vous imaginez à un niveau, tu as une petite plante. À chaque consommation, à chaque fois que tu peux marier la plante, elle va accumuler une petite, éliminer la quantité. Donc, il y a au fur et à mesure, la même plante, au fur et à mesure, elle va bio-accumuler. Chaque jour, elle bio-accumule. D'accord? Quand un petit poisson, il y a une plante qui a bio-accumulé. Il y a une autre plante qui a bio-accumulé. Il amplifie. Ça va dire amplifie. Ça veut dire, si je consomme les plantes, j'ai moins de risques que si je consomme les sardines. Et j'ai encore plus de risques si je consomme le thon. D'accord? Donc, plus de temps la chaîne alimentaire, puisque le risque. Est-ce que c'était ça votre question? Je ne sais pas. C'est par rapport à la quantité. Qui maintenant, par exemple, le risque il est plus. Parce que, bon, les poissons, ils se nourrissent de poissons. La chaîne trophique qui sont omnivores, donc les herbes, le risque il est plus important avec les consommateurs réguliers de poissons que qui m'a la baie de Minamata, c'est des gens qui vivent donc c'est pour ça que c'était très important parce que ok, bon c'est clair que nous qui consommons le foot en plus qu'il est trop cher, donc on le consomme de temps en temps. Il y a une quantité parce que il y a la bioaccumulation, il y a la bioamplification, mais vous avez une intoxication aiguë, il y a eu des décès, il y a des quantités, il y a des effets qui restent subjectifs, ou chez quelqu'un qui consomme, même qui consomme le poisson très souvent, etc., il a plus de risques qu'une autre personne qui le consomme moins régulièrement. D'accord? Alors, maintenant la toxicocinétique. Donc l'absorption déjà, donc votre camarade, elle nous a dit qu'il n'est pas absorbé. On va voir est-ce qu'il est absorbé, pas, comment, etc. Donc, on a toujours les trois types de mercure. On a le mercure élémentaire sous forme de vapeur. L'absorption, elle est principalement pulmonaire. 80%, c'est les vapeurs. C'est une problématique surtout dans les dentistes. Le mercure élémentaire, il faut toujours à travers les vapeurs. D'accord? La voie digestive, elle est faible. La voie cutanée, elle est faible, mais possible par le bris de thermomètre en présence de blessures. Elle dit qu'il y a des infirmiers des fois, parce que le thermomètre, j'ai été à stage, donc il a déjà la déjà. Alors, la peau saine ne fait pas passer le mercure. L'absorption est très faible, très infime. Une peau lésée, elle fait passer une quantité très importante de mercure. Donc, il y a des infirmiers qui ont des signes, donc on va voir la chrodynie, etc., suite à une exposition au mercure. Ok? Donc, ça, c'était le mercure. Le passage cutané, il est très faible, c'est une peau saine. Il est très important qu'une peau lésée. Élémentaire, quand tu touché, ça y a un problème qui te touché. Mais quand il faut que via les vapeurs. Par exemple, j'étais dans un labo en France où ils ont déversé une petite, très infime de mercure. Donc c'était la catastrophe avec l'hôpital. Tout le monde a été évacué, surtout par rapport aux vapeurs, parce que mais c'est le problème très important, c'est les vapeurs. Surtout quand il fait chaud, l'atmosphère fermée, etc. La quantité, le taux qui va être libéré, il est très important. Okay? Donc on peut le toucher, il est irritant, après on va voir les effets, mais le passage cutané n'est pas très important, mais quand la peau vraiment saine. Alors, on a le deuxième type de mercure, le mercure inorganique, dit par le Hg2+. Donc la voie pulmonaire, elle est faible, la voie digestive, elle est négligeable, 5 à 10%. On note le pouvoir de la microflore intestinale et buccale à provoquer une méthylation. Donc les intoxications uniques, bon, ça c'est déjà un point. Donc il y a l'absorption, le mercure inorganique, elle est faible. Mais certains, c'est-à-dire la petite quantité de foot de l'intestin, qu'il y a une certaine microflore qui peut la méthyler. Donc ça devient méthylmercure et ça devient problématique. Autre chose, qu'il y a l'intoxication humaine suite à l'application cutanée de crème ou de savon contenant du mercure inorganique. Parce que le gris, elle m'a dit antiseptique. C'était surtout avec les nourrissants, mais la peau vraiment, elle est très fragile, mais pas très mature. Où ils connaissent les applications du redouane et tout comme désinfectant. Donc là, il y a un passage cutané, tu as le mercure inorganique qui peut être
considérable, qui peut donner des effets. D'accord? Le dernier type du mercure, c'est le mercure organique. Donc la voie respiratoire, c'est l'exposition professionnelle, surtout aux dérivés alkylés très volatiles. La voie digestive, c'est l'exposition de la population générale aux aliments contaminés. Et aussi la voie cutanée. Donc puisqu'il est lipophile, le méthylmercure, il peut être absorbé par toutes les voies. Donc le problème pour la voie respiratoire, c'est l'exposition professionnelle. Et pour la voie digestive, c'est la contamination des aliments type poisson ou le pain d'Irak, etc. D'accord? Et aussi, même la voie cutanée, elle peut les absorber, puisqu'on a dit c'est des trucs liposolubles. Tout ce qui est liposoluble, il passe facilement la barrière les membranes cellulaires. Maintenant, la distribution, quand il va être absorbé, où est-ce qu'il va partir? Les vapeurs de mercure s'accumulent surtout dans les reins et le foie, et 1% se retrouve dans le cerveau. Le mercure métal franchit le placenta. D'accord? Pour les composés inorganiques, ils sont transportés par le plasma et les globules rouges. La distribution prédomine au niveau du rein et ils ne traversent pas facilement la barrière hémato-encéphalique et la barrière placentaire. D'accord? Maintenant, pour le mercure organique, 90% est transporté à l'intérieur des hématies fixées au groupement thiol de l'hémoglobine. Donc, il franchit rapidement les barrières hémato-encéphaliques, le placenta, et se trouve dans le lait maternel. Parce que tout ce qui est à l'intérieur du globule rouge, il ne va pas être arrêté par la barrière, c'est du sang qui va passer. D'accord? Et lui, c'est à l'intérieur, c'est au niveau des groupements thiol de l'hémoglobine. Donc, la possibilité de passer, que ce soit par la barrière hémato-encéphalique, la barrière placentaire ou le lait maternel, elle est très facile. Okay? Une petite partie suit un cycle entéro-hépatique, l'organe cible et le système nerveux central. L'hypophyse, c'est le cerveau. Pour les biotransformations, donc les dérivés minéraux sont convertis en sel mercurique He2+, par des catalases érythrocytaires. Donc il va sera l'oxydation au niveau de l'air ou du système aquatique. La même chose, même dans le corps, les dérivés minéraux sont convertis, le mercure élémentaire est converti en dérivé minéral He2+. Le He2+, est également oxydé, puis réduit dans les tissus mammaires en mercure élémentaire, sous l'action de glutathion réductase, qui pourra alors franchir la BHE et le placenta. On avait dit pour le mercure élémentaire qu'il y a 1% qui passe la BHE, donc le cerveau, et il franchit le placenta. Alors que le mercure minéral, normalement, il passe difficile. Donc là, la conversion, elle va le transformer en mercure élémentaire qui pourra passer le placenta et la BHE. Aussi, il y a donc le He2+, peut être oxydé et réduit dans les élémentaires. Pardon? Une petite fraction, mais qui peut donner des effets. Parce que le problème bien, c'est le passage. C'est pour ça que le méthylmercure est le plus toxique. C'est par rapport au passage, c'est tout. Une fois le même effet, c'est du mercure. Ok? Donc, le mercure He2+, a deux possibilités de biotransformation. Soit il a le mercure élémentaire, donc il peut à certains niveaux passer aussi le placenta et la BHE, soit encore pire, il va être biométhylé en méthylmercure par la flore intestinale et en présence biométhylé en présence de vitamine B12, donc méthylcobalamin, qui va être le donneur du groupement méthyl. Et quand il sera biométhylé, donc c'est les conséquences le mercure organique. Ok? Bon, la dernière partie, une faible partie du méthylmercure subit une déméthylation donnant des ions mercure. Mais une faible partie, malheureusement. Ok? Est-ce que c'est clair pour la biotransformation? C'est un peu imbriqué. Hein? Etc. C'est les cycles qui cliniques la nature, qui même le corps humain. Ok? Alors, l'élimination, la demi-vie biologique qui, pour la majeure partie du mercure, s'étend de quelques jours à quelques semaines, peut être très longue jusqu'à plusieurs années. L'élimination du mercure métal se fait par l'air expiré. Les urines, c'est négligeable, moins de 0,5%, et les sels sous forme inchangée dans les 3 jours qui suivent. Le mercure minéral s'élimine dans les urines et les sels sous forme ionisée. Donc on se rappelle que le mercure minéral s'élimine dans les urines, c'est important. Le méthylmercure s'élimine à 90% par les sels et très faiblement par la bile pour suivre un cycle entéro-hépatique et être ensuite éliminé par les urines après acétylation. L'expression urinaire est très faible. Donc, en grande partie, on par les selles. Heureusement. Mais il y a une petite partie qui va subir un cycle entéro-hépatique, donc l'intestin,
Et par acétylation, elle est éliminée par les sucres, mais une très faible quantité. L'excrétion urinaire est très faible. Donc, entre atteint de l'élimination par les phares. Si vous avez remarqué, les métaux, c'est des produits cumulatifs parce qu'ils auront, en dernier lieu, ils auront les phares. Donc, tout ce qui est cheveux, ongles, os, etc. D'accord cheveux. Il ne s'élimine pas. C'est bon. Donc on a dit qu'il y a une élimination par le lait maternel et par la salive aussi, ça c'est important, donc je chauffe les effets. Donc l'élimination par les cheveux est tellement importante qu'elle est de l'ordre de 200 à 300 fois le taux sanguin. Donc c'est vraiment très énorme ce qui est éliminé par les cheveux. Alors le mécanisme d'action toxique. On a plusieurs mécanismes, donc l'action thioloprive, vous avez vu ça surtout sur le court plan avec les détails. Donc l'action thioloprive, elle est responsable de l'inhibition de certains systèmes enzymatiques. Ici, ce n'est pas la désgradase, c'est d'autres systèmes. On a la phosphoglucose isomérase, glutathione réductase et les ATPases membranes. Les deux gars, ils sont inhibés à cause de l'action thioloprive du nerf. Sa haute réactivité, donc on a un stress oxydatif, donc entraînant une formation excessive de radicaux libres, perturbant l'intégrité cellulaire avec altération des membranes cytoplasmiques et d'organismes intracellulaires, notamment les lysosomes, les peroxysomes et les mitochondries. C'est ce qu'on appelle le dommage oxydatif. Donc, action thioloprive, dommage oxydatif, aussi une action sur les acides nucléiques, donc une génotoxicité, donc fixation sur les bases de l'ADN, ce qui entraîne des atteintes congénitales. Donc les générations futures peuvent en souffrir. Et la synthèse de métallothionique aussi. C'est quoi la métallothionique? Un des cours maintenant. Cadmium normalement. Bon, d'habitude, on dit le mercure, le cadmium, donc je suis obligée d'expliquer. Mais le cadmium, on explique bien c'est quoi. Donc c'est une protéine transporteur qui va le protéger contre l'action toxique. Le corps thermique, il se protège contre l'action de ces métaux. Il va provoquer la synthèse de métallothionique. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on a un mécanisme d'action, alors que normalement, c'est un système de protection. En fait, l'exposition au mercure va entraîner la stimulation de la synthèse de métallothionique, qui sont des protéines impliquées dans la détoxification du métal, comme le cadmium, le zinc ou le cuivre. L'affinité de ces protéines pour le mercure protège les tissus cibles, ce qui entraîne une tolérance au produit, mais favorise sa rétention dans l'organisme. Alors, le métallothionique, il nous protège très bien contre le cadmium, contre le cuivre, l'excès de cuivre, etc. Mais pour le mercure, il a une affinité très importante. Du coup, ils vont absorber le mercure. Mais le fait qu'il tout le mercure, le corps terrestre, il va plus trouver de mercure, donc il ne va pas faire de réaction. Au contraire, il y aura comme une tolérance. Donc ça, il va accepter le taux de mercure. Ok? Parce que il va être stocké en attente. En partie, le problème derrière aussi à cause des métallothioniques, l'élimination des métallothioniques. Mais surtout parce que le mercure, c'est une sorte de tolérance. C'est qui m'a les drogues. Par exemple, quelqu'un qui a une tolérance au produit. Par exemple, si on veut sédater par exemple quelqu'un, des fois, il y a des demandes de dépistage de drogue juste parce que le réanimateur qui va sédater la femme, il a une quantité très importante de drogue et c'est pas normal. Pourquoi? Parce que tellement il y a une tolérance, le corps moelle avec les quantités. Donc, la quantité d'hydrogène à le réanimateur, elle ne suffit pas pour sédater la personne. Donc, la même chose, le corps thermique, il vous dit, moelle des quantités importantes de mercure, donc, peut-il dire des réactions, il y a une quantité très importante. Okay? Donc, les métallothioniques, là, ils vont faire en sorte de capter le mercure et de faire, comme un stock, et ce qui entraîne une tolérance au mercure. C'est bon? Alors, il y a une notion très importante à retenir. La toxicité des composés inorganiques du mercure est à prédominance rénale. La toxicité des composés organiques du mercure est à prédominance neurologique. Donc, les composés inorganiques, néphrotoxiques. Les composés organiques, neurotoxiques. C'est bon?
Alors, les conséquences des lésions nerveuses. Donc, on a un mécanisme d'action, mais qu'est-ce qu'on aura en conséquence? On a une dégénérescence axonale, une diminution de la transmission nerveuse, c'est-à-dire l'action la plus importante. Dommage, j'avais prévu une vidéo, mais ça ne passe pas. C'était des chercheurs canadiens qui ont donné à des cellules de l'escargot. Parce qu'on a des cellules nerveuses qui ressemblent à l'axone ternain, etc., l'être humain. Donc, ils nous montrent, quand ils injectent du mercure, comment la dégénérescence, elle est rapidement. Je crois que avec l'axone, c'est le neurone. Comme les cellules nerveuses ne se régénèrent pas, ne se reproduisent pas, donc à chaque fois, donc, la quantité de mercure les trouve le corps, mais la dégénérescence neurone. C'est l'action la plus importante des dérivés organiques du mercure. La néphrotoxicité a des néphropathies tubulaires dose dépendante, une glomérulopathie extramembraneuse dose dépendante, immunotoxique. Aussi, on a une action sur les acides nucléiques, donc on a une génotoxicité, donc augmentation du nombre d'aberrations chromosomiques et des micronoyaux lymphocytes. Aussi, on a une immunotoxicité, on a une activation polyclonale des lymphocytes B et T et une stimulation de l'immunité humorale. Donc, cette action, l'immunité très importante, la lymphocyte T, B et immunité humorale, elle est utilisée par des Chinois auparavant comme élixir d'immortalité. Parce que la personne qui est exposée au mercure, il y a une immunité très importante. Donc, Romain, il le considérait comme une façon, c'est-à-dire la personne elle ne fait pas de maladie de l'époque, etc. Donc, il pensait que la personne va vivre plus. Donc, ils utilisaient ça spécialement comme élixir d'immortalité. Mais par conséquent aussi, on a production d'anticorps anti-ADN, donc l'auto-immunité à cause de l'excès de l'immunité. Donc, c'est une action immunotoxique. Aussi, on a une action reprotoxique, donc on a une oligospermie chez l'homme, des stérilités, des avortements répétés et des malformations congénitales. On note aussi des désordres moteurs et sensoriels. On peut avoir un retard mental, une atrophie musculaire. Et le mercure métal et les composés minéraux sont classés dans le groupe 3 par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. C'est-à-dire ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme. En revanche, le méthylmercure est classé dans le groupe 2B, donc peut être cancérigène pour l'homme. D'accord? Donc il y a une action cancérigène qui est très probable pour le méthylmercure et qui est possible aussi pour les autres dérivés du mercure. Donc, on récapitule rapidement. Déjà, l'action, elle est beaucoup plus néphrotoxique pour les dérivés minéraux et beaucoup plus neurotoxique pour les dérivés organiques. Et parmi les conséquences, on a une neurotoxicité, une néphrotoxicité, une génotoxicité, une immunotoxicité, reprotoxicité, des désordres moteurs et sensoriels et une cancérogénicité possible, voire très probable pour le méthylmercure. Alors maintenant, les symptômes de l'intoxication aiguë. On va commencer par le mercure métal. Si on inhale de fortes concentrations de vapeur de mercure, donc on aura une trachéobronchite avec tout, il est très irritant, d'accord? Donc on aura une trachéobronchite avec tout, une hyperthermie, des frissons, puis une pneumonie mercurielle à concentration élevée. L'évolution peut être favorable ou bien elle peut aboutir soit un OAP, œdème aigu des poumons, ou un SDRA, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, et une fibrose, voire au décès. On a des troubles digestifs, notamment une cyanurée, rhinorée, on le dit souvent, cyanurée, ça, rhinorée. Un écoulement nasal très important. Le suffixe ré, ça veut dire écoulement, d'accord? Et cyano, salive, d'accord? Donc on a une salive, une sécrétion de salive très importante, ok? Une cyanurée. Un goût métallique à la bouche, on sent. Il y a un métal, ok? Un goût métallique de la bouche et une stomatite. Stomatite, de l'estomac, pour la gastrite. La stomato, c'est la bouche, tout ce qui est d'accord. Donc, c'est en rapport avec la cavité buccale. C'est inflammation ou infection, le suffixe it, pas de l'estomac, mais de la cavité buccale. Ok, en général.
Aussi, on a une atteinte tubulaire rénale modérée, plus atteinte hépatique. Et dans l'atteinte neurologique, on a des céphalées, des perturbations sensorielles et motrices et cognitives. Cognitives, la mémoire, l'intelligence, etc. D'accord? Et des troubles de la personnalité et quelquefois un coma convulsif. Donc là, on a le mercure métal, l'intoxication aiguë. L'exposition par voie respiratoire, les fortes concentrations de vapeur de mercure. Par voie cutanée entraîne des signes inflammatoires locaux importants et récidivants, notamment un érythème prurigineux scarlatiniforme. D'accord? Et du fait de sa très faible absorption digestive, le mercure métal n'entraîne pas d'intoxication systémique par ingestion. D'accord? Il n'est pas absorbé, parce que le métal lui-même, il va être éliminé directement, donc on n'aura pas de symptômes. C'est métallique. Hein? Maintenant, le mercure minéral. Les sels mercuriques sont caractérisés par leur action caustique, toujours très irritante. Donc, on a des brûlures bucco-pharyngées et œsogastriques, puis des douleurs abdominales avec vomissement et diarrhée sanglante, traduisant une gastro-entérite ulcéro-hémorragique, se compliquant par une déshydratation pouvant entraîner la mort. Donc, la quantité est considérable. Il y a l'action néphrotoxique, donc insuffisance choronique dérivés minéraux, c'est la néphrotoxicité. Insuffisance rénale aiguë anurique par néphrite tubulaire interstitielle, aboutissant au décès en quelques jours. Une stomatite ulcéro-membraneuse, donc inflammation, infection de la bouche, peut survenir au deuxième ou la troisième jour après, dû à une forte élimination du mercure par la salive. Parce qu'il a une élimination très importante par la salive, mais l'élimination fait en sorte qu'il y aura une inflammation de la bouche. Et le contact cutané entraîne une dermite d'irritation ou allergique, généralement retrouvée avec les dentistes. Le mercure organique, donc les composés organomercuriels, entraînent généralement des intoxications collectives. Donc on a que ce soit le poisson au Japon ou le poisson en Irak, qui sont marqués par des signes neurologiques, ce qu'on appelle la vision en tunnel, une ataxie locomotrice ou caustique. D'accord? Donc, les trois symptômes caractéristiques, c'est beaucoup plus neurologique, de l'intoxication aiguë au mercure. Ataxie mécanique, c'est locomotrice, donc tout ce qui est d'accord? Tout ce qui oui, mais il ne bouge pas normalement. Alors, le mercure. Maintenant, l'intoxication chronique, parce que même on n'a pas détaillé, parce que même ce qui s'est passé en Irak, là, au Japon, ce n'était pas l'aigu, c'est le chronique. C'est la bio-amplification, accumulation dans l'air. D'accord? Donc, en général, mercure organique, aigu, c'est des troubles neurologiques, surtout la vision en tunnel. Je regarde ça, mais j'ai une petite vision par ici, par là, d'accord? Mais lui, il va avoir uniquement, par exemple, s'il est que la personne qui met la tête sur la rampe pour écrire. Ok? Alors, l'intoxication chronique, elle s'appelle hydrargyrisme. Donc, vous vous rappelez, on a hydrargyrant, c'est l'appellation grecque de mercure. Donc, hydrargyrisme. D'accord? Elle apparaît après une exposition professionnelle au vapeur de mercure, les dentistes alimentaires, ils souffrent de ça, une administration répétée de médicaments à base de mercure, comme les médicaments antiseptiques, ou là, une ingestion d'aliments contaminés par le méthyle mercure. Alors, l'intoxication chronique, on a d'abord les atteintes du système nerveux central. En premier lieu, on a ce qu'on appelle le micromercurialisme, c'est-à-dire une atteinte qui est faible, micromercurialisme. Donc, l'exposition à de faibles concentrations de mercure entraîne des signes qui sont assez subjectifs. On peut les avoir et ne pas du tout penser au mercure. Une asthénie, une irritabilité, une anxiété, des troubles de la mémoire, etc. Donc, c'est général, on peut les avoir pour mille et une raisons. Ensuite, il peut apparaître le tremblement mercurien. Donc, apparaît à des niveaux d'exposition plus élevés. Donc, le micromercurialisme, concentration vraiment très faible, on a des signes subjectifs. Donc, on a le tremblement mercurien. Donc, on a une atteinte cérébelleuse marquée par un tremblement qui sont initialement des doigts, des lèvres et des paupières, pouvant aboutir à une ataxie cérébelleuse accompagnée d'une détérioration intellectuelle. Si l'exposition est prolongée, il survient un trémor généralisé
avec de violents spasmes chroniques des extrémités. Le trémor, c'est comme des agitations, et c'est comme les ailes d'oiseau, d'accord? La personne peut donner comme ça, elle est agitée, mais de manière comme des battements, d'accord? C'est un type particulier. Les neurologues, ils peuvent connaître. Je ne peux pas vous dire c'est comme Parkinson là, mais c'est trémor, ça donne comme les battements d'ailes d'oiseau, c'est-à-dire vraiment des mouvements très rapides, etc. On a une atteinte neurologique périphérique, on a les polynévrites sensitivo-motrices distinctes aussi. On a ce qu'on appelle l'acrodynie, donc les mains et les pieds sont tuméfiés, rouges, douloureux, avec des paresthésies. Bon, dommage, ça ne paraît pas bien. C'est l'acrodynie, résulte de bris de thermomètre en milieu domestique. Donc, un enfant, pas de foutre les quantités, donc c'est très caractéristique. Mais vraiment, cette peine, c'est l'intoxication au mercure. Donc, les pieds sont, les mains, ça dépend de la surface qui a été touchée, sont tuméfiés, rouges et douloureux. On a une gingivose stomatique mercurielle qui est caractéristique liée à l'élimination salivaire du mercure. Donc favorisée par une mauvaise, ce qui en plus la déclenche, c'est la mauvaise hygiène bucco-dentaire. On a une cyanurée, donc une sécrétion très importante de salive, un goût métallique à la bouche, une inflammation, une gingivorragie, c'est-à-dire gingivorragie, ragie, saignement des gencives, d'accord? Une parodontolyse. Parodontolyse. C'est la lyse de la parodonte. La parodonte, c'est tous les tissus ou les organes qui soutiennent la dent. Donc l'os, le ligament, etc. Donc on a une liste de ces. Donc la dent, il faut dénuder. Presque, n'est-ce pas, d'accord? Parodontolyse. Un liseré mercurique sur les gencives. Dommage, moi je suis un donc c'est fait la photo surtout. Au niveau de la gencive, si vous remarquez, il y a un petit trait blanc. Alors le liseré, vous savez c'est quoi un liseré? Par exemple j'ai une dentelle. Donc ça s'appelle des liserés, les dentelles. Donc elle est blanche. Il y a un petit trait bleu à la fin. Un liseré. D'accord? Donc là aussi, la gencive, non, c'est pas clair. Donc elle est rouge ou rosâtre. Il y a un petit trait blanc comme ça. Ce qui va suivre la faute à les dents blanc et vous voyez un truc blanc. C'est ce qu'on appelle un liseré mercuriel. Qui est caractéristique, c'est un peu spécifique, mais il n'est pas quasi constant. Donc, les gens disent intoxiqués. Mais ça vraiment, ça renvoie vers l'intoxication mercurielle, surtout avec les médecins de travail quand ils voient ça. D'accord? Ou une coloration grisâtre uniforme des dents. C'est ce qu'on appelle les dents mercurielles. Tout les gars, la dent grisâtre, le cachot métallique. C'est ce qu'on appelle la dent mercurielle. Donc, les métaux sont très éliminés sont très accumulés par les os, les dents, etc. Donc, on les retrouve. Là, le liseré, c'est sur la gencive. On va créer la coloration brun-gris sur la dent, d'accord? Uniforme sur la dent. Il y a deux choses. Sur les gencives, c'est un paramètre. Ensuite, la coloration grisâtre des dents. Oui. Oui, bien sûr. في هذه العيدة ماشي blanc. Surtout في le côté ديال المليء par exemple la gencive راها روز كاين واحد لو تخي هكا شويه ان بو فوق السنان par exemple كاين du rouge plus foncé غير juste فوق les dents et après فوقهم شويه كاين un trait blanc comme ça d'accord هي ما لهاش تبان غايه c'est difficile. Alors, on a autre chose, les cils cutanés. Il y a les dermatoses eczématiformes, donc ça ressemble à des eczémas, mais c'est des dermatoses qui sont dues au mercure. Il y a des cils oculaires. Alors, le cil oculaire, le mercurien lentis. La dialyse, c'est pas très clair, donc non, c'est accumulation progressive du mercure dans la capsule antérieure du cristallin avec un reflet gris-brun sans retentissement visuel. Derrière le cristallin, la personne, quand je vous comme si c'est un métal vert. Donc il y a un reflet brun-gris, mais la personne, elle voit tout à fait normal. La coloration, c'est l'accumulation au niveau du cristal. Mais la personne, elle n'a pas de trouble de vision.
Il y a aussi l'atteinte rénale, donc la glomérulonéphrite extramembraneuse immunotoxique. Donc on trouve une protéinurie isolée, voire un syndrome néphrotique complet. Et autre chose, on peut avoir une reprotoxicité chronique, donc une génotoxicité, une cancérogénicité, etc. Regarde les effets de la. C'est bon par rapport à l'intoxication, que ce soit aiguë ou chronique, oui. Ça dépend. Par exemple, la population générale, c'est beaucoup plus organique par l'exposition aux poissons, par exemple. Actuellement, les populations de tout ce qui est dentiste, de tout ce qui est des gens qui travaillent dans des mines, etc., c'est les vapeurs de mercure. Donc, beaucoup plus, c'est le métal et les dérivés minéraux. D'accord? Ça dépend le tableau, on accepte de composer l'icône, sachant qu'il y a un cycle binatoire, donc une petite quantité de minéral, tout méthylmercure, ou une petite méthylmercure, des méthylés, etc. C'est pour ça que le tableau, il est un petit peu, il y a de la néphro, de la neurotoxicité, un peu de tout. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On passe au traitement. Donc, traitement, bien sûr, premier volet, il est symptomatique. Ça dépend si la personne a des diarrhées, elle a des brûlures, etc. Ils vont faire le nécessaire. Ensuite, on peut avoir un traitement évacuateur. Donc, lavage gastrique avec une eau albumineuse bicarbonatée en cas d'ingestion récente, moins de 6 heures. Et importance d'un sel. La fibroscopie œsogastroduodénale est indispensable. Il faut savoir l'étendue des lésions, etc. Le traitement spécifique, c'est les chélateurs. Donc, normalement, de tout le traitement antibactériel. On a les chélateurs. On a le British Anti-Illicite, le numéro 1, l'intoxication anale aiguë. D'accord? On a DMSA, DNPS, dépénicillamine, EDTA. D'accord, je vais en détail. Et on a le traitement épurateur. L'épuration extra-rénale est efficace. On peut y associer une substance riche en radicothiol pour déplacer le mercure de ces sites de fixation tissulaire, ce qui permet ensuite de l'éliminer par dialyse péritonéale ou par hémodialyse. Comme on a une affinité au groupe de thiol, donc on utilise une substance riche en groupe de thiol, une fois il s'affira, il y a la dialyse péritonéale ou l'hémodialyse. D'accord? Mais, oui, allez-y. Oui. Oui, oui. Il n'est pas pareil entre aigu et chronique. C'est aigu, qui est rare normalement actuellement. Le chronique, il n'existe pas de traitement efficace, il faut savoir, parce que ça, une fois accumulé dans les sites de fibromyalgie, difficile de le déplacer vers les autres sites. Mis à part les chélateurs qui doivent être utilisés précocement, mais bon, une fois qu'on a la toxicité vraiment climat de la personne, c'est difficile. Donc surtout, on utilise DMSA, le DTA calcique, la dépénicillamine et surtout le DNPS. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est le BAL qui est inactif dans les intoxications chroniques. Il peut même aggraver l'encéphalopathie liée à l'intoxication méthylmercure. Donc le BAL, autant c'est le numéro 1 fléchélateur de l'intoxication aiguë, il est presque pratiquement contre-indiqué l'intoxication chronique. Ce qui peut aggraver l'encéphalopathie. Oui, c'est bon. Non, une fois, par exemple, donc, un dentiste, au départ, qui a le micromercurialisme, des asthénies, irritabilité, qui se voit avec le flash, etc. Mais après, avec le temps, il y a eu d'autres symptômes, il y a des trucs oculaires, des trucs cutanés, des troubles neurologiques, des troubles néphropathiques, etc. Donc, on pose il faut une analyse du mercure. Quand il dose, il trouve un taux élevé, on commence à traiter. C'est des cures, bon, il y a. Non, c'est dommage que des vidéos. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui, par exemple, que j'avais une vidéo d'une dentiste française qui a découvert, elle a changé de profession, elle a carrément un reportage à l'IHA, où elle a juste les gouttières avec la femme parce qu'elle a souffert du mercure et il n'y a pas d'hôpital en France qui peut traiter l'intoxication chronique au mercure. Donc ils montraient comment elle partait en Belgique, une clinique privée qui prenait en charge les intoxications, les chélateurs, etc. Elle était traitée par l'EDT. Donc, ça n'existe pas. Donc, les intoxications, quel que soit le type d'intoxication, les chélateurs. Mais à l'étranger, même dans des pays développés, pour traiter l'intoxication au mercure, c'est une chose très difficile. Et surtout l'intoxication chronique. Parce que le chronique, c'est difficile de déplacer des métaux. Et quand on les déplace, on peut avoir l'intoxication aiguë. C'est ça la problématique. Parce que quand tu déplaces, voilà, ça, il va donner des troubles néphrotiques.
mais à l'état chronique. Mais si tu le ramènes au niveau de la circulation, il là, il va le cerveau, il est une encéphalopathique qui peut tuer la personne simplement. D'accord? Donc il y a peu d'hôpitaux qui peuvent prendre en charge ce genre de thérapie. Je vais réfléchir. Alors, déjà les prélèvements, on peut faire l'analyse toxicologique claire, floue, le sol et bien sûr les milieux biologiques. Donc, rapidement, donc l'air par piégeage au milieu caramel H2SO4 ou absorption sur charbon activé ou des tubes calides. Bon, ça c'est des détails techniques. L'eau, bien sûr, toujours dans des flacons, dans des flacons qui sont généralement acidifiés, rincés à l'eau déminéralisée. Donc, les sols également, c'est des échantillons qui sont séchés, tamisés et le tamisage va être broyé. Et les milieux biologiques. Et bien sûr, on a recours à une minéralisation. Vous vous rappelez le cours de les méthodes d'extraction qui ont les métaux une déminéralisation. C'est-à-dire le minéral comme les protéines, après on l'analyse, d'accord? On déminéralise. La détection, on a plusieurs méthodes. Bon, la méthode la plus archaïque, c'est la méthode colorimétrique à la ditisane, trio et bouteille. Donc, formation de complexes de ditisonate de mercure rouge, c'est une méthode lente, peu sensible, peu spécifique. Sinon, on a recours à un spectre d'absorption atomique à vapeur froide ou sans flamme. Donc, c'est la méthode la plus couramment utilisée pour le dosage des traces de mercure. Donc, cette méthode est spécifique et sensible. La SAA avec flamme, mais avec une lampe spécifique, lampe à vapeur de mercure ou à capote creuse. Et aussi, on peut faire l'ICP-SN, donc la spectrodémission par plasma à couplage inductif, la fluorescence X, l'activation neutronique, c'est-à-dire que le mercure exposé à un flux de neutrons thermiques est transformé en un mélange d'isotopes. Et après, on va mesurer la radioactivité par un compteur de rayons. Il y a aussi la polarographie et le dosage des alcoïdes de mercure, c'est-à-dire le mercure organique. On le dose, bon, CCM, c'est la basique, sinon la CPG par détecteur à capture d'électrons. Une étape qui est très importante pour le mercure, c'est la prévention. D'accord? Donc, en milieu professionnel, on a les méthodes techniques, donc la prévention collective déjà. Il faudra, principe numéro 1, remplacer le mercure par des produits moins dangereux. À chaque fois, on peut remplacer le mercure parce que c'est parmi les toxiques les plus redoutables de la planète. Donc, quand on peut ne pas utiliser le mercure, on n'utilise pas le mercure. Okay? Les lieux de travail, les sols et les parois doivent être en matériaux lisses et imperméables. Le mercure s'infiltre très aisément dans les crevasses et les interstices. C'est-à-dire, on va toucher un endroit qui va faïence, par exemple, etc. Les interstices, le mot le mercure, d'accord? Donc, il doit être lisse et imperméable. Si vous remarquez, pas mal de laboratoires, je ne sais pas comment on appelle ça, la résine, voilà. Donc, il trouve le mur et par exemple, la boîte à toxico-CHU, quand on voulait monter la l'ICP, parce que l'ICP, c'est très sensible, l'ICP, les métaux. Donc, ils étaient obligés d'enlever déjà la fenêtre, donc de tout fermer, parce qu'il y a la pollution, plomb, etc. à l'extérieur, et que tout mettre en résine, c'est-à-dire le mur, le sol, d'accord? Avant de ramener déjà l'équipement. Parce que sinon, après, les métaux vont... Alors, la ventilation et humidification optimale des locaux, le maintien d'une température ambiante aussi basse que possible. Vous vous rappelez, on a le taux de vapeur de mercure, la même saturation, ça donne un taux très élevé quand la température augmente. Donc, la barrière de mercure, ça offre des températures très élevées, très affaiblies, d'accord? Donc, un climatiseur très marquant, donc vraiment refroidi. Même s'il y a du mercure, il ne sera pas libéré, il n'y aura pas de vapeur de mercure. Bien sûr, l'utilisation d'un masque de protection respiratoire muni d'un filtre spécial pour le mercure. Pour la prévention collective, toujours l'aspiration à la source au poste de travail, donc le sous-hôte, directement, il doit être aspiré. Éviter de brûler les déchets souillés par le mercure quand on termine avec les déchets, etc. On ne les brûle pas. Plus on monte la température, plus la libération de mercure sera importante. Organiser le travail pour avoir le moins de personnes exposées. C'est-à-dire qu'il y a une usine, on a une partie de le travail qui nécessite le mercure, donc moins de personnes exposées, moins de surface exposée.
Donc juste une petite encre, il y a une ou deux personnes pour ne pas contaminer tout le laboratoire, tout le personnel. Et surveiller les taux atmosphériques, on a des VME, des valeurs moyennes d'exposition. Donc le mercure métallique a 0,05 mg par mètre cube. Les composés inorganiques ne doivent pas dépasser 0,1 mg par mètre cube et les composés alkylés 0,01 mg par mètre cube, parce que c'est les plus toxiques. Pour la prévention individuelle, bien sûr, des armoires de vestiaire spéciales pour les habits de travail. D'accord? Donc on ne mélange pas les habits de travail mais les habits de la vie. Port de souliers réservés au travail. Port de gants de travail à manchettes suffisamment longues pour couvrir les habits. D'accord? Interdiction de manger, bien sûr, boire, fumer dans les lieux de travail et une hygiène personnelle. Dans les visites d'embauche, là c'est les méthodes collectives. Dans les visites d'embauche, il faut écarter les sujets de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant de troubles cutanés, de gingivorragie, de toute infection buccale, d'atteinte rénale ou de désordre nerveux. Doser le mercure urinaire pour avoir une valeur de base en référence. D'accord? Donc là, pour savoir est-ce que la personne elle a déjà un taux élevé ou pas. Pour les visites périodiques, il y a une batterie de tests qui se fait. C'est des tests psychomoteurs pour détecter le trait mort, les états dentaires, la gencive, etc. On dose aussi la protéinurie pour voir l'état rénal, est-ce qu'il y a une néphrotoxicité, et des analyses biologiques d'exposition, la biométrologie. C'est ce qui nous intéresse comme toxicologue. Alors, qu'est-ce qu'on va doser? Est-ce qu'on va doser le mercure métal ou le mercure sanguin ou le mercure urinaire? Sanguin. Chronique, le sanguin. Est-ce que c'est en fonction de aigu et chronique? Non. En fonction de cette mercure minéral. Voilà, c'est le mercure minéral ou mercure organique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Urinaire. Et l'organique sanguin. Alors, le mercure sanguin, c'est le meilleur indicateur de l'exposition méthylmercure, le mercure organique. Donc, les valeurs normales, c'est moins de 3 microgrammes par 100 ml pour les dérivés minéraux, moins de 10 microgrammes par 100 ml pour les dérivés éthylés et méthylés. Les valeurs à ne pas dépasser, c'est 3 microgrammes par 100 ml. Et des symptômes manifestes d'empoisonnement apparaissent dès 200 microgrammes par litre pour le mercure organique. Donc, organique, c'est sanguin, dosage sanguin. Donc, la population générale, qui le dosage sanguin. Ok? Le mercure urinaire, c'est le meilleur indicateur de l'exposition au mercure inorganique. Si c'est un dentiste, bon, pas de dire organique, mais le plus grand problème, c'est l'urinaire pour voir est-ce qu'il y a une exposition au mercure inorganique. Donc, valeur normale, moins de 5 microgrammes par gramme de créate. Valeur exigeant la révision des mesures de prévention si ça dépasse les 50 microgrammes par gramme de créate. Des valeurs requérant l'écartement du poste de travail au-delà de 100 microgrammes par litre. Et on a des symptômes manifestes d'empoisonnement si le taux dépasse les 300 microgrammes par litre. Donc l'excrétion du mercure organique urinaire n'est pas un indice d'exposition très sensible. Pourquoi? Parce qu'il est fixé au globule rouge. Donc s'il s'agit de l'organique, ce n'est pas la peine de faire le dosage urinaire. Ça ne reflète rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque d'exposition ou d'intoxication carrément au mercure. C'est bon? Donc organique, c'est sanguin. Inorganique, c'est urinaire. D'accord? Oui. Créatine. Les urines, par rapport. Donc, les urines, soit elles par litre, soit elles pas. Parce que la créatinine, les conversions qu'on fait, par rapport au gramme de créatinine. Parce que je trouve l'élimination de la personne en elle-même. Parce que ça dépend de la diurèse de la personne, quelle est cette fois, quelle est méchante, etc. Donc, en fonction de ça, je trouve vraiment toutes les valeurs qui sont c'est-à-dire représentatives, on peut les comparer, c'est par rapport au gramme de créate de l'individu. Donc, on dit, vous faites les urines, nous donnons un prélèvement urinaire, on dose la créatinine, la technique terra, et on dose le résultat des travaux, on le rapporte par rapport au combien de créates on avait trouvé à l'individu. Ok?
Bon, pour conclure, on va dire que le mercure est un redoutable toxique. D'accord? C'est un toxique très important. Les tragiques épisodes d'empoisonnement collectif ont marqué l'opinion. 900 blessés, c'est vraiment un village entier. Quand même la vidéo, c'est une exception pour le mercure. Je n'ai pas l'habitude d'envoyer mes vidéos, mais vous allez voir par exemple la ville de Minamata, les manifestations leaders contre la population, etc. Bon, là on parle en 1950 ou 60, donc vraiment c'est des vidéos très anciennes, donc qui montrent l'ampleur de la situation. D'accord? Et ont amené les autorités à adopter des dispositions législatives visant à la réduction des rejets de mercure par l'industrie. Ces mesures ont entraîné une chute de la production mondiale de mercure. Néanmoins, dans plusieurs régions du monde, la pollution environnementale due à l'emploi de ce métal, notamment pour l'extraction de l'or, notamment dans les pays d'Afrique, donc, est extrêmement préoccupante et a de graves conséquences sur la santé des populations locales. On n'a pas encore terminé. Il y a ce qu'on appelle la convention de Minamata. C'est pour ça que je vous ai demandé est-ce que c'est la Minamata. C'est vrai, Minamata, les 1960, sur le spectre je peux. C'est la convention de Minamata qui est récente, normalement, qui est sur les réseaux sociaux. Donc, la convention de Minamata, c'est un pas vers une prise de conscience de la forte toxicité de ce métal. La convention de Minamata sur le mercure elle a été signée en 2013 sous l'égide de l'ONU pour protéger les populations contre les effets du mercure et entrer en vigueur en 2017. Donc, appelée Minamata juste pour rendre hommage à la population de Minamata. Donc, l'objectif de cette... Je vais résumer. L'objectif, c'est de réduire au niveau mondial les rejets d'origine anthropique de ce métal toxique. Donc, le texte prévoit en gros l'interdiction de nouvelles mines de mercure, l'abandon progressif des mines existantes, la suppression et l'élimination progressive de l'utilisation du mercure dans un certain nombre de produits et procédés, la mise en place de mesures visant à contrôler les émissions dans l'atmosphère et ces rejets dans l'eau et dans le sol. La convention de Minamata, en fait, le texte il est barré parce qu'il y a 2 ans ou 3 ans de cela, quand je le faisais, l'Algérie était concernée. Donc, en 2017, 102 gouvernements ont signé la convention de Minamata. Il y a peut-être les objectifs de 2013. 102 gouvernements ont signé en 2017 ou peut-être en vigueur. Mais il y a des pays qui n'ont pas signé. Parmi ces pays, c'est l'OMS qui dit que parmi les pays qu'elle aurait souhaité qu'ils signent la convention, qu'il y a la Russie et l'Inde qui sont 2 puissances mondiales importantes, parce qu'ils font donc sur le Kyrgyzstan, je ne sais pas comment, qui exploite activement le mercure et exporte du mercure à l'échelle mondiale, la République démocratique du Congo, donc l'Afrique qui possède considérablement des secteurs d'exploitation artisanale de l'or, et l'Algérie, c'est l'OMS qui dit que l'Algérie qui possède des dépôts de mercure ainsi qu'une mine de mercure fermée. Donc, l'OMS a fait de la pression sur ces pays, entre autres l'Algérie, et l'Algérie, elle a fini par signer la convention en 2002. Donc, voilà le texte qui dit que donc, considérant la convention de Minamata sur le mercure, Article 1er, la République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention de Minamata sur le mercure. En fait, dans la région du côté de Annaba, il y a ce qu'on appelle Azera, donc qui contient une mine de mercure qui est fermée, mais c'est des gisements qui contiennent des quantités très importantes de mercure. Donc, il y a eu des études avec des toxicologues de l'Est, etc., sur l'exposition de la population, parce qu'il y a les nappes phréatiques, donc il y a une petite exposition, et aussi on avait des stocks considérables donc, pour changer nos pratiques, ou généralement aussi, et à l'autre problématique, les pays européens qui signent ce genre de convention, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils exportent. Donc, on reçoit, le tiers-monde, il reçoit des petits quotas, le relais, il continue à travailler sans problème. Voilà, j'espère que vous avez compris, je vous remercie.